il faisait encore la même recommandation après une conférence sur la féminité où il dit à ses interlocuteurs, écoutez, mon exposé est bien faible. Je n'y connais rien dans la féminité, il l'a dit toute sa vie d'ailleurs. Et il dit, voilà tout ce que j'avais à vous dire touchant à la féminité. Mon exposé est certes incomplet, fragmentaire et parfois peu réjouissant. Si vous voulez en apprendre davantage, interrogez votre expérience et adressez-vous au poète. Ce soir, nous avons la chance inouïe. D'habitude, quand j'invite quelqu'un à Brive, c'est une personne. Mais là, j'ai la chance d'avoir une palette formidable. Alors ça, oui, vous signalez une personne qui est avec nous, que vous vouliez mettre à l'honneur aussi. Voilà. Et je pense qu'avec beaucoup d'émotion, je demande à Yael de nous dire quelques mots, parce que Yael vient de Jérusalem. Et nous avons appris hier, tout simplement, ce que tu vas nous dire en quelques mots, avec émotion. Oui, bonsoir tout le monde. Et c'est juste pour partager l'expérience familiale qui regroupe beaucoup de choses ici à Brive, Lanteuil et aussi Térésine, puisque ma grand-mère paternelle a été arrêtée à Toulouse, envoyée à Drancy, puis à Auschwitz. La chance qu'elle avait, c'était que mon papa avait fui le camp de Toulouse au moment où ils ont été arrêtés à Compans-Scafarelli. Mon papa avait 13 ans, il a fui, laissant sa mère seule. C'était la chance de survie en arrivant à Auschwitz d'arriver seule, en plus un peu bien portante. Donc elle a été triée pour travailler, elle a travaillé, et c'était juin 1944. Et donc, elle a travaillé à Auschwitz, puis après elle est envoyée dans un autre camp de travail, et finalement, elle a été libérée le 1er mai 1945 par les Russes à Theresienstadt. Donc tout ça, ça nous ramène, la boucle est bouclée, nous voilà à Térésine, à travers ma grand-mère, que son souvenir, et surtout le souvenir de tous ceux qui ne sont pas revenus, soient avec nous ce soir pour ce témoignage. Et voilà, c'est ce que je tenais juste à préciser. Ma grand-mère s'appelait Faiga, Fanny David Segal, de son nom de jeune fille. Elle était roumaine. Elle avait caché ses deux petites filles, grâce à Monseigneur Saliège, dans la région de Toulouse. Mon père, lui, vaillant combattant, était parti, donc avait fui le camp, puis a rejoint des éclaireurs et après la Palestine. Mais la famille s'est retrouvée. Après un passage, après Theresienstadt, ma grand-mère est arrivée au Lutetia à Paris. Et puis c'est là qu'elle a retrouvé toute la famille après. Voilà. Je crois qu'on peut... Notre invité d'honneur. Shoshana Boukobza, qui sera présentée de manière très précise par Antoine Spire, qui a suivi sa carrière littéraire, qu'il a invité à de nombreuses reprises dans ses émissions sur France Culture. Femme de lettres, cinéaste et amie, Shoshana Boukobza est née à Sfax en Tunisie, pays qu'elle est obligée de quitter à l'âge de 4 ans, quand sa famille s'installe à Paris. À 17 ans, elle part en Israël, elle étudie les mathématiques, puis revient à Paris à l'âge de 21 ans. Elle se consacre alors à la littérature. Et avant de faire du cinéma, en effet, Shoshana Boukobza est écrivaine. Elle obtient rapidement des récompenses. Un été à Jérusalem en 86, son premier roman reçoit le prix Méditerranée. Le Cri l'année suivante, qui parle beaucoup de psychanalyse, je le recommande à mes collègues. Le Cri l'année suivante arrive finaliste du prix féminin. Elle est traduite en plusieurs langues, se trouve nominée au plus concours des lycéens. Et c'est vrai qu'Antoine Spire nous la présentera tout à l'heure, mais Shoshana, je vous laisse le micro pour vous adresser un petit peu à la salle avant de présenter nos autres invités. Eh bien, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Je suis très émue et j'ai le cœur battant parce que j'espère que vous aimerez ce film qui raconte le destin d'enfants qui ont disparu dans l'ouragan du génocide.
Je laisse la parole à Antoine Spire. On va terminer par Antoine Spire, parce que je voudrais présenter nos deux autres dames invitées ici, et qui vont participer ensuite au débat après le film. C'est ça qui est tout à fait important. Cécile Oumani, femme de lettres franco-britanno-tunisienne, romancière et poète, membre du Pen Club français et du Parlement des écrivaines francophones. Cécile a écrit une trentaine d'ouvrages, du roman au récit, de la nouvelle au recueil de poésie. C'est une voyageuse dans les pays, mais aussi dans les langues. Elle s'intéresse plus particulièrement, j'ai lu ça quelque part, à l'entre les langues, avec des traits d'union. Je la remercie d'être ce soir parmi nous. Je lui laisse quelques instants la parole aussi pour vous saluer. Eh bien, bonsoir à tous. Je voulais vous dire combien j'étais heureuse et émue de participer à cette soirée. Je connais Shoshana depuis de nombreuses années. On s'est, pas son écriture, mais on s'est rencontrés il y a quelques années au Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot. Et c'était une rencontre marquante. Son film m'a bouleversée et on en parlera plus longuement tout à l'heure. Encore une dame, la féminité est à l'honneur ce soir. Le docteur Marie-Philippe Deloche. Marie-Philippe est poète, médecin psychiatre, orientée par la psychanalyse d'orientation lacanienne. Elle a exercé comme chef de service en psychiatrie, travaille régulièrement avec mes collègues de l'association de la cause freudienne Rhône-Alpes et mes collègues membres de l'école de la cause freudienne qui habitent cette région et l'animent. Elle fonde en 2017 la maison d'édition de poésie art brut, Le Fol Asile, où elle publie des recueils collectifs et anime à Grenoble des rencontres poétiques. Elle crée en septembre 2019, c'est très récent, Table de chevet, une nouvelle collection. La poésie est un art déchirant et le premier volume de cette collection que j'ai eu l'honneur de signer avec Shoshana Boukobza. Marie-Philippe Deloche dit au chevet de la table des Écritures, tenons-nous secrétaires de la seule beauté qui vaille, celle que soutient le désir. Je lui laisse la parole pour vous saluer. Merci Philippe et bonsoir à tout le monde. En effet, je vous parlerai plus tard de la maison d'édition du Fol Asile. Je suis très honorée, moi, d'avoir, je ne sais pas si je peux dire choisi ou été choisie pour publier ce premier livre qui est un livre d'accueil, justement, d'asile. Alors, les gens de Brive, j'ai lu ça, ont accueilli et sauvé du coup les Juifs en fuite. Et la maison d'édition du Fol Asile essaye de renverser l'asile. L'asile d'aujourd'hui, qui est un monde de techniques assez peu humain, pour redonner asile à la parole, à la folie magistrale, à la parole folle qui est souvent très créative. Merci Marie-Philippe. Et Antoine Spire. Qui ne connaît pas Antoine Spire? Journaliste, écrivain. Il est vice-président du Pen Club français et vice-président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Il a à son actif une trentaine d'ouvrages, anime de manière régulière sur Demain TV l'émission Tambour battant, chaque vendredi de 21h à 22h30, une chaîne que l'on peut capter sur la TNT. Je le cite, dans cette émission sont discutées des questions sociales, littéraires, économiques, scientifiques ou artistiques, liées à l'actualité, dans une ambiance de discussion amicale, sans concession. Souvent en compagnie de notre ami écrivain Patrick Doré, il anime cette émission. Il a une trentaine d'ouvrages à son actif, dont le dictionnaire, formidable livre qui est le Dictionnaire du judaïsme français, et d'autres ouvrages que vous trouverez en bas également. Aux éditions Bordelot, où il dirige 2 collections. Et puis, c'est le journaliste de France Culture pendant 23 ans avec Staccato. On a pu lire également ses articles dans le Matin de Paris, dans plusieurs journaux. Je sais qu'il souhaite dire quelques mots sur Shoshana parce qu'il l'a bien connue et il la connaît beaucoup. Il l'a rencontrée dès vos premières publications, dès vos premiers livres. Je lui laisse la parole et merci à lui d'être venu de Paris pour nous aujourd'hui.
Il me revient donc de vous dire quelque chose des livres de Shoshana Bukobza. Alors on vous a cité déjà Un été à Jérusalem, qui était son premier livre. Moi j'en avais rendu compte dans l'Arche. Ce livre a eu le prix Méditerranée. C'est l'histoire d'une fille de 17 ans, Shoshana évidemment, qui au fond va trouver Israël en pleine guerre du Liban. Et c'est au moment de la guerre du Liban qu'elle écrit ce livre, en évoquant les difficultés qu'elle a avec ses parents, un père très taciturne, en même temps marqué par les échecs, et une mère très soumise. Et en fait, grâce à sa grand-mère qui meurt pendant le livre, deux frères sont mobilisés dans le Chouf. Et en fait, le Chouf, c'est la montagne du Liban, comme vous le savez peut-être. Les souvenirs de la terre d'islam remontent chez Shoshana, puisqu'on vous a dit qu'elle venait de Tunisie. Et ce livre est un mélange d'influences, je dirais, cosmopolites, et nous fait apprécier ce qu'une jeune femme peut penser d'Israël lorsqu'elle n'en connaît pas grand-chose. Son deuxième livre, Le Cri, c'était assez intéressant parce qu'on m'a dit qu'il était finaliste pour le prix Femina. En fait, c'est un livre qui était très intéressant sur le plan de la réflexion psychanalytique, puisque tout à l'heure vous avez évoqué cette réflexion psychanalytique. Elle nous confiait la souffrance d'une demi-frigide, vous pouvez trouver tous ces livres ici en bas, hein, d'une demi-frigide qui d'amant en amant ne parvenait pas à trouver le plaisir. Et l'analyse psychologique était très fouillée, l'écriture de plus en plus élaborée. Ensuite, il y a eu Les herbes amères. Elle avait trouvé un sujet qui convenait exactement à son écriture, et je crois que c'est l'histoire d'une jeune femme qui se heurtait au silence d'une vieille déportée que personne n'avait su comprendre. Comme si la Shoah restait une béance inaccessible aux générations qui suivent. Puis, Shoshana publia au Seuil un livre qui s'appelle Bel Canto, experte dans l'art de surfer sur les signes paroxystiques des sentiments. Elle sut, comme personne, je dirais, saisir le souffle tiède du désamour. Et dans tous ses livres, dans tous ses romans, je crois les avoir tous lus, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire amour, désamour, comment tout d'un coup ça intervient. Et ça, c'est assez réussi, me semble-t-il. La fêlure de deux aveux dans un parfum de cigarettes froides et de café amer. Ensuite, il y a eu Sous les étoiles. Sous les étoiles, c'était vraiment une réflexion sur sa biographie, puisque la jeune Adrienne, peintre de talent, et ses deux frères, criblés de dettes, devaient toucher l'héritage paternel. Mais au cœur de l'héritage paternel, il y avait un secret. Et tout le livre, c'est la découverte de ce secret. Or, vous imaginez que c'est un secret extrêmement moral, très profond par rapport à l'existence. Cherchez la maison Dieu, écrit-elle, d'où vous verrez la lune, le soleil et les étoiles qui nagent dans l'océan céleste. Le chariot vous guidera dans cette quête où la justice doit s'établir. Trouvez le battleur, peut-être vous aidera-t-il à passer le fleuve, malgré la blessure infligée à sa langue. Le fou sait un peu, mais ce qu'il sait est précieux. Attention au verdict du pendu. Pourtant, si vous le décrochez, il effacera le jugement. Sachez enfin que l'ermite, s'il est encore de ce monde, sera toujours votre joker. Quand les éléments seront ordonnés, retrouvez-vous pour écouter le dernier secret de l'empereur. Et bon, je ne vous dis rien cette quête du secret parce que j'aimerais que vous lisiez ce livre qui est très beau. Et puis, je vais vous dire quelques mots peut-être de deux livres qui ont suivi, notamment Fureur, qui était publié chez De Noël, qui était une enquête de nouveau chez l'ancien résistant sur la mort suspecte d'un des leurs pendant la résistance. Et cette enquête qui permettait de comprendre ce qui a pu se passer dans ce groupe de résistants. Et puis enfin, je l'ai reçu dans mon émission de télévision pour Métal, son dernier livre, aussi chez De Noël, 3 générations, issues de Roumanie, une sculptrice qui s'était formée avec des tziganes. Et en fait, il s'est passé quelque chose dans ce livre, qui a eu d'ailleurs le prix Viso, c'est-à-dire le prix des femmes juives. C'est personne ne comprend comment fonctionne l'atelier global où le sculpteur est, et finalement la sculptrice est complètement isolée, seule. Alors il y a eu aussi HK, qui est aux éditions des Arènes,
qui racontait l'histoire des enfants juifs déjà pendant la guerre, et des enfants juifs qui avaient été accueillis par Guy Brown. Et vous savez peut-être que Brown, c'est le nom de la personne qui a accueilli les enfants Finali. Vous savez, et donc c'était un peu un développement de l'affaire Finali. L'affaire Finali, c'est ces enfants, comme vous savez peut-être, qu'une dame, Madame Brun, ne voulait pas rendre après la guerre parce qu'elle avait baptisé ses enfants juifs et ne voulait pas les rendre à leur famille. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a eu aussi une pièce de théâtre très importante, faite par la compagnie Procédé Zèbre, spectacle d'ailleurs très, très extraordinaire. Et puis ces films, dont celui que vous verrez ce soir, il y en a un autre qui a été fait sur les enfants du ghetto de Varsovie. Mais je voulais dire aussi un mot de Philippe Bourret, notre hôte, celui qui vous a parlé, qui est membre de la cause freudienne, qui est un psychanalyste, comme chacun sait, passeur de savoir et d'émotion. Et je dirais que Ligne de fond, c'est un recueil qui va paraître aux éditions de La Rumeur Libre, et est un livre de poésie qui suit des dialogues qu'il a eus avec José Correa. Oui, mais José Correa aussi. Ah, qui suit les dialogues de José Correa. Qui suit les dialogues de José Correa. Et les dialogues que vous avez eus aussi avec Pierre Besmar. Et personne ne sait que moi je ne savais pas, en tout cas avant de travailler sur sa biographie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Écrire c'est vivre, où il raconte, au fond, où il rend compte de ces dialogues. Et je voudrais vous inviter à regarder Écrire c'est vivre, parce que vous verrez, au fond, l'attention dont il est capable pour essayer, au fond, de prendre en compte ce qu'est la vie de ses interlocuteurs. Et puis, il y a La poésie est un art déchirant. Moi, j'ai lu ce livre avant-hier, donc c'est pas vieux. C'est ce dialogue avec Shoshana. Je dois dire que je crois avoir tout lu sur Thérésine. Hein. On en parlera tout à l'heure après le film. Franchement, l'interview qu'il a faite de Shoshana permet de comprendre un certain nombre de ressorts de ce qui s'est passé dans ce camp. On y reviendra, mais c'est une question très importante. Parce que ce camp de Thérésine est un camp très original par rapport à ce qu'ont été les camps de concentration et d'extermination. Et il s'est passé quelque chose qui comptera dans l'histoire de l'humanité. Vous allez voir le film et on en discutera tout de suite après. Merci Andropski. Voilà, les personnes sont entrées dans la salle, donc je me permets de les saluer. François David, que je vois au 3e rang, qui est le commissaire de la Foire du Livre de Brive cette année, qui aura lieu les 8, 9 et 10 novembre. Et puis il y a le conseiller régional Jean-Michel Delpeuch. Correct. Francis Raël. Et puis il y a Laurent Soutenay aussi, qui est le président de Fraternité Michelet, et Thierry Pradel, le directeur des archives de Brive et du musée Edmond Michelet. Bien, il y a un invité que vous ne voyez pas, mais vous allez l'entendre. S'il vous plaît, Pierre. Vont contribuer à faire de ce film, qui, je vous l'annonce officiellement ce soir, sera en compétition pour l'Oscar du meilleur documentaire en 2021 ici à Hollywood, et l'un des phares de la mémoire juive et de ses destins croisés. Je tiens également à remercier Philippe Bourret, qui a produit un excellent entretien avec l'auteur de ce film, lui consacrant ce superbe petit ouvrage intitulé « La poésie est un art déchirant », paru aux éditions Folazil, que je remercie également d'ailleurs de nous avoir autorisé à traduire et à distribuer ici aux États-Unis. Je voudrais enfin saluer et remercier de leur présence et de leur participation Emmanuel Piara, le président du Pen Club, ainsi que Cécile Oumani et Antoine Spire, qui vont animer le débat qui suivra la projection de ce film. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Le film de Shoshana Bukovza, Les petits héros du ghetto de Varsovie, qui m'avait mis au travail avec quelques collègues de l'association de la cause freudienne Massif Central, dont quelques-unes sont ici présentes, sur la question de l'acte chez l'enfant en situation de guerre. J'avais hâte en effet de découvrir cette nouvelle œuvre qu'elle m'a permis de visionner en primeur. Prévoir une rencontre devenait incontournable et nous y sommes. Certes, la question de l'acte est encore présente dans ce film Thérésine, l'imposture nazie, mais s'y ajoute celle de la création, de l'écriture, du dessin, de la musique, chez des sujets en situation de mort imminente et programmée, qui donne du grain à moudre aux psychanalystes
nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des invités et je les ai mis au travail. Je les ai mis au travail pour vous permettre à vous de préparer éventuellement des questions, car nous allons consacrer un temps à l'échange, bien sûr, à vos commentaires. Je sais aussi que l'opéra Brundibar a été travaillé dans des écoles à Brive. Peut-être François David nous en dira quelques mots tout à l'heure. Donc j'ai mis nos invités au travail et je vais demander à Cécile Oumani, à Marie-Philippe Deloche et à Antoine Spire de faire chacun un petit commentaire, et commentaire qui va ouvrir sur une question qu'ils vont adresser à Shoshana, pour vous permettre à vous aussi de préparer les vôtres, et pour aussi profiter de ce regard, du regard sur le film d'une écrivaine, poète, d'une poète, psychiatre, éditrice, d'un journaliste, écrivain. Voilà. Qui vont adresser leurs questions à Shoshana, qui essaiera d'y répondre comme elle le souhaitera, et vous-même ensuite pourrez lui adresser vos questions, voire débattre, voire apporter des éléments. Voilà. Je passe la parole à Cécile Oumani. Difficile de prendre la parole après ce film. Quel mot pour dire la barbarie, pour dire l'indicible. Moi, ce qui m'a bouleversée, qui me bouleverse encore ce soir dans ce film, c'est que Shoshana, au-delà de la parole des historiens, au-delà des images d'époque, au-delà des témoignages de survivants, ces témoignages de gens qui ont vécu l'horreur et qui doivent continuer de vivre avec leurs souvenirs et qui reconstruisent un récit à transmettre, c'est la place que tu as donnée au dessin des enfants. À ce que ces dessins nous disent, à cette incroyable résonance, cet écho qu'ils ont aujourd'hui. Et ma question tout à l'heure concernera ça. Donc je suis frappée par le fait qu'elle noue ensemble la mémoire des adultes qui ont survécu et la perception des enfants alors qu'ils sont à Térésine, à travers les dessins. Ces travaux d'enfants renvoient au présent d'une douleur et d'une angoisse dont ils ignorent si elles cesseront jamais. Anna Freud a consacré un article à 6 enfants rescapés de Térésine. Cet article a été publié en 1951 et elle évoque le quotidien du camp. Je la cite. « Être appelé pour être déporté ailleurs, ce qui équivalait à une sentence de mort, était la terreur constante de la population du camp, terreur à laquelle n'échappait aucun résident. Les arrivées et les départs se faisaient de façon continue et spécialement de nuit. » Fin de citation. Donc, porter ces dessins à l'écran et les animer, comme l'a fait Shoshana, c'est sortir l'effroyable expérience de ces enfants de l'insu et de l'oubli. C'est rendre hommage à toutes ces vies fracassées par la barbarie. Ce film est également un indispensable travail de mémoire. Un travail de mémoire dont l'onde se propage et fait ressurgir vie et histoires oubliées de manière parfois imprévisible, aussi imprévisible que poignante. Il y a une semaine, j'ai posté sur ma page Facebook l'annonce de notre rencontre ce soir avec Shoshana ici. Le même jour, une amie de New York, qui m'est très proche, m'écrivait pour me demander de la remercier d'avoir fait ce film, ce que je fais pour mon amie Suzanne Ruta ce soir. Elle ne l'a pas encore vu et elle attend impatiemment qu'il soit montré à New York. Dans son courriel, elle me raconte aussi l'histoire de Gadi Jacobsen, un enfant de Térésine qui fut adopté en 1946 par la famille de son mari, Peter Ruta, dans le nord de l'État de New York. Son mari et les siens avaient réussi à quitter l'Allemagne dès la montée du nazisme. Mon amie ajoute qu'il faisait partie des 6 enfants dont parle Anna Freud dans son article. Elle conclut en disant que le petit Gadi Jacobsen est décédé prématurément, avant l'âge de 40 ans, peu après la mort de ses parents adoptifs. J'ignore si les dessins de Gadi Jacobsen figurent parmi les milliers qui ont été retrouvés et que Shoshana a vus pour faire son film. Il était né à Berlin
en 1942. Il n'avait que 10 mois quand la Gestapo est venue arrêter ses parents. Sa mère, Ingrid Zettlin Joseph, eut le temps d'abandonner l'enfant sur un banc, non loin de leur appartement. Le petit garçon fut emmené dans un couvent où on s'occupa de lui, le temps que la Gestapo le retrouve et le déporte à Térésine. Le 15 août 1945, il fut envoyé à Londres avec les 5 autres enfants de l'article d'Anna Freud. Ils furent accueillis dans le Sussex à Bulldogs Bank, dans une maison située à l'intérieur d'un grand parc où on s'occupa d'eux avant qu'ils ne soient adoptés. Anna Freud décrit le profond désarroi, le traumatisme de ces enfants au moment de leur arrivée. Je la cite. « Dans les premiers jours, ils détruisirent tous les jouets et abîmèrent une grande partie des meubles. Ils frappaient les adultes, mordaient et crachaient quand ils étaient en colère. » Elle insiste aussi sur le lien indéfectible qui les attachait les uns aux autres. Elle dit « Ils n'avaient pas d'autre désir que celui d'être ensemble et étaient bouleversés quand ils étaient séparés, même pour de courts moments. Aucun enfant n'aurait consenti à rester en haut des escaliers quand les autres étaient en bas, ou l'inverse. Et aucun enfant ne pouvait être emmené en promenade ou en course sans les autres. » Confrontés à la barbarie, ayant perdu toute confiance dans le monde des adultes, ils tiraient désormais de leur groupe la force de continuer à vivre, de survivre. Je voudrais demander à Shoshana de nous parler de la genèse de ce film. Comment es-tu venue à animer ces dessins? Comment as-tu conçu ce travail d'animation? Merci Cécile. Je suis bouleversée par l'histoire de Gadi. Comment je suis arrivée à animer ce film? Comment penser à ce film-là? Eh bien, moi je voulais donner la parole aux enfants morts. Parce qu'en bien entendu, on n'entend que les vivants dans les films de témoignage, dans les livres qui racontent des fragments de ce génocide. Parce que je dis fragments parce qu'il y en a eu. Les nazis sont partis chercher les juifs jusqu'au Danemark. Ils ont ramené 427 personnes à Térésine par ferry du bateau. Ils ont été en Suède, déportés des juifs. Ils ont été en Norvège, déportés des juifs. Enfin, c'est assez hallucinant quand on y pense. Comment on va les chercher un à un. On va par exemple dans les crèches, dans les maisons d'enfants en France, comme dans la Maison des Yeux, on va prendre 44 enfants avec leur éducateur et on les déporte. C'est vraiment un système qu'on arrive à peine à imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire vivre sous la terreur jour après jour. Et donc je me disais que ce qui me semblait le plus important, c'était de laisser la place à ces milliers d'enfants qui avaient vécu à Térésine et dont seulement une centaine avaient survécu. Les dessins étaient magnifiques, mais je fais du cinéma. Donc il faut animer ces images. Le cinéma, c'est le mouvement. Et donner la parole aux morts, c'est donner la parole aussi au mouvement. Et donc on a commencé à réfléchir sur l'animation de ces dessins, mais tout en laissant à ces dessins leur caractère le plus émouvant, c'est-à-dire la feuille de papier. La couleur, la texture, le bord déchiré de cette feuille de papier, sa fragilité même nous semblait être le dernier, comment dirais-je, le dernier salut qu'on pouvait faire à ces enfants. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier à Térésine. Le papier était rentré dans les 50 kilos que chacun d'entre eux avait pu amener avec eux, ou c'était les papiers des colis d'emballage. Donc ce papier-là, c'est même papier ciment, parce qu'en ouvrant les sacs de papier, on se retrouve avec 4 feuillets de papier.
Et donc ils ont dessiné là-dessus. Les couleurs ont été... ils ont broyé des couleurs. Ils ont broyé des briques, ils ont utilisé du lait de chaud pour fixatif, ils ont brûlé des morceaux de bois pour faire des graphites. Et évidemment, il y a aussi Friedel Brandeis, qui était grand peintre, qui a apporté dans sa valise principalement du papier et des couleurs. Donc voilà, c'était le mouvement. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'a aidé et secondé dans ce travail. Merci Shoshana. Je passe la parole à Marie-Philippe Deloche pour qu'elle nous fasse part de son commentaire et que tu puisses adresser aussi une question à Shoshana à ton tour. Oui, alors moi je me suis plutôt, comment dire, à travers l'émotion que ça déclenche, j'ai essayé de continuer de penser à comment un discours peut construire un tel système. Un discours qui construit comment on peut faire tenir un discours qui permette ça, l'horreur, mais qui permette ça, l'accompagnement vers la vie. On voit deux discours qui se rencontrent pas, mais qui se croisent dans le film. On voit bien ce que ça peut être pris dans un discours de haine ou être pris dans un discours qui, malgré l'horreur, promeut la vie. Et alors voilà, moi ça m'a intéressée comme psychiatre aussi, parce que je me suis dit, quand on est pris dans un discours, on ne le sait pas. On s'en rend compte après coup dans les effets, mais on ne sait pas tout de suite. Or, il me semble, sans comparer des choses incomparables, qu'il existe aussi aujourd'hui des discours qui vont dans ces deux sens. Et voilà, moi ma question à Shoshana, elle est courte, hein, mais je ne sais pas comment tu pourras répondre, mais la question c'est comment repérer aujourd'hui les indices de discours qui font qu'on peut tous être pris dans le pire ou dans le meilleur. Comment on repère ces indices? Voilà. Bon, alors, ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est qu'on voit très très bien dans ce film comment, pour vivre ou pour survivre, il faut un lieu. Et un lieu, c'est pas juste une maison, c'est un lieu animé, un lieu avec des personnes qui l'occupent et qui parlent. Et puis il faut une adresse, voilà. Il faut qu'il y ait une adresse. On voit que ces enfants, enfin les témoignages des survivants, ils parlent sans arrêt de ces adultes auxquels ils se sont référés pendant l'isolement. Donc je ne sais pas, aujourd'hui ce seraient les hommes politiques, ces adultes auxquels on se réfère. Ce serait qui, ces gens? Ou est-ce que c'est effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des enfants qui se serrent les coudes pour survivre, qui n'ont plus confiance dans la transcendance, qui n'ont plus confiance dans la représentation, qui n'ont plus confiance dans quelque chose de vertical. Et voilà, c'est quand même des questions d'aujourd'hui qui sont pour moi très impressionnantes. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Shoshana, je sais pas ce que tu peux dire de ça, mais voilà ce que je retire d'avoir vu ce film. Je ne sais pas quoi répondre. Moi, ce que je peux vous dire sur Thérésine, c'est que Thérésine, qui était une caserne militaire avec de grandes allées qui étaient faites pour le passage des chevaux, les parades, les canons, et qui ne pouvait être habitée que par 5000 soldats en temps de paix, et 10 000 personnes, parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir des gens qui se seraient réfugiés à l'intérieur des murailles, 10 000 personnes en temps de guerre. Il va y avoir 60 000 personnes qui vont vivre dans un dénuement absolument complet pendant des mois. En fait, quand je dis des mois, c'est que chacun d'entre eux a pu vivre entre 3 jours et 10 mois à Thérésine. Les listes étaient... Les gens arrivaient, il fallait partir, il fallait libérer de la place. Les Takram, ça a vécu dans les catacombes pendant plusieurs semaines avant d'avoir une place dans la maison d'enfants. Pendant les 6 premiers mois, personne n'a pu sortir des casernes. Vous imaginez la caserne de Dresde, c'était la caserne des femmes, il y avait 5000 femmes qui vivaient côte à côte dans la caserne. Et donc, en fait, la seule obsession d'Edelstein, c'était les enfants. Il a considéré que les enfants étaient l'avenir du peuple juif. Et
et qu'il fallait absolument préserver non pas simplement le corps de l'enfant, mais son psychisme. Il ne fallait pas détruire l'espérance qu'il pouvait avoir dans l'humanité. Et donc, il les a fait entourer comme on entoure un bébé dans un berceau de tout ce qui pouvait y avoir comme animateur, professeur dans le ghetto. Il a créé un groupe de travail auprès des enfants, auprès de ces... En fait, il y avait constamment, il y avait 5000 enfants dans le ghetto. Voilà. Du premier jour de sa création jusqu'au dernier jour, il y a eu 15 000 enfants qui sont passés, mais il y avait toujours eu une espèce de nappe de 5000 enfants. Donc il fallait s'en occuper, il fallait construire avec eux quelque chose, avec ces enfants. Donc vous me demandez si la parole politique aujourd'hui pourrait nous aider si jamais on arrivait dans ce temps-là du ghetto, et moi je ne le souhaite à personne, pourrait nous aider à traverser cet océan de malheur. Moi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, moi je ne peux pas prédire un sort terrible à notre pays ni à notre Europe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces éducateurs-là qui ont entouré les enfants n'avaient que 15 et 16 ans. C'était des jeunes issus de mouvements de jeunesse, c'était des jeunes qui avaient goûté aux fruits amers de l'occupation, qui avaient été marqués, isolés, parce qu'il faut, comme j'essaie de le dire dans le film, il faut, pour arriver au stade du ghetto, il faut trois processus. Il faut d'abord isoler les gens, les arracher à leur travail, et puis ensuite les marquer. Et c'est ce qui s'est passé par exemple aussi en France. Hein. On a très vite, en octobre 40, on a édicté les lois qui déjà retranchaient les juifs de la vie civile. Et puis ensuite, en 1942, il y a eu le port de l'étoile jaune en France. Mais il s'est déroulé 2 années durant lesquelles il y a eu certainement une espèce de flou pour savoir si on pouvait marquer les juifs en France. Mais en Pologne, personne ne s'est posé la question. Hein. Je veux dire, les nazis rentrent en 1939, très vite, en quelques mois, tout est déjà mis en place pour que le génocide puisse avoir lieu. En fait, si vous voulez, le génocide commence vraiment, prend sa pleine puissance en juillet 42. Partout, puisqu'en juillet 42, le camp d'extermination de Birkenau s'ouvre, puisqu'en juillet 42, il y a des rafles en France, et les mêmes rafles existent en Belgique, en Hollande, etc. Donc moi, je ne sais pas si les hommes politiques peuvent nous aider. On pourrait aider les enfants. Moi, je crois que c'est vrai qu'une parole politique manque aujourd'hui, mais laquelle manque. Parce que pour pouvoir dire qu'est-ce qui manque, il faut aussi pouvoir nommer le manque. Mais nous ne savons pas aujourd'hui de quoi nous manquons. La seule chose que je peux vous dire, parce que moi je viens de Paris et je suis subjuguée par Brive, c'est que les portes de Paris sont mitées aujourd'hui. Que le nombre de gens qui sont sous les tentes, qui sont par terre, qui dorment par terre, sont légion, c'est innombrable. Le nombre de gens qui rentrent dans les métros Paris, de wagon à wagon, et qui plaident, et qui demandent, et qui mendient, sont devenus... Alors, nous sommes en train de... Je sais pas, il y a quelque chose qui se... Je ne parle pas d'occupation, hein, là je parle de pauvreté, je parle de sentiment d'urgence. Il y a de plus en plus de pauvres dans le monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous ne sommes pas du tout dans la situation intéressante. Juste pour répondre, tu dis quand même que les 3 conditions pour le ghetto, c'est isoler, marquer et arracher au travail. On pourrait peut-être imaginer que les 3 conditions contraires, c'est de recréer des liens, démarquer, alors, par exemple les fous, des bien importants, démarquer, et redonner une fonction à chacun. Peut-être pas un travail, mais une fonction. Absolument. Là, je vois que vous... Merci. Merci. Je vais passer le micro à Antoine Spire pour qu'il puisse adresser aussi sa question et son commentaire surtout. Merci. Voilà, moi, par-delà l'émotion, je voudrais dire quelque chose sur les nazis et dire quelque chose sur ceux qui ont permis que ça ait été possible, tout ça. Et surtout ceux qui ont permis
le fait qu'on puisse tourner ainsi un film, des films, sur cette prétendue vitrine qu'était Theresienstadt. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été, puisque Shoshana cite dans ce film la réunion de Wannsee, ont été à Wannsee, moi j'y ai été, et je vous conseille d'y aller. Parce que vous avez les portraits de tous ceux qui ont pris la responsabilité du génocide. Ils sont tous là. C'est une grande table, une grande salle à manger, et il y a tous les portraits des gens. Alors vous faites le tour des portraits, comme je l'ai fait, les uns après les autres, et vous constatez qu'en dehors de 2 personnes qui sont mortes du fait du jugement de Nuremberg, tous ceux qui étaient à Wannsee sont morts dans leur lit. Ils sont tous morts dans leur lit. Sans prison, sans rien, tout va bien pour eux, merci beaucoup. Et je suis en désaccord total avec Shoshana qui a dit tout à l'heure, les choses ont commencé en 1942 en Pologne. En France, ça a commencé beaucoup plus tôt. Ça a commencé en 1940, avec les textes, sans qu'aucun nazi ne s'en mêle. En France, sans qu'aucun nazi ne s'en mêle. Les interdits concernant les juifs ont commencé en 1940, sans qu'aucun nazi ne s'en mêle. Les troupes nazies étaient là, mais personne n'avait demandé au gouvernement de Vichy de signer des textes pour essayer d'empêcher les juifs d'aller à l'école, pour empêcher les juifs d'exercer un certain nombre de professions, etc., etc. Alors ça permet de réfléchir sur les conditions. Vous savez, après la guerre, on a dit plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Merci à Shoshana d'avoir dit à l'instant que, même si ce n'est pas comparable, les conditions dans lesquelles on accueille les migrants aujourd'hui en France vous font froid dans le dos. Même si ce n'est pas comparable. Mais attendez, moi j'ai mieux. Et le Rwanda, sur lequel on a fermé les yeux. Génocide avec 1,5 million de personnes qui sont mortes. Bon. Qui en a entendu parler au moment du génocide et quel a été le rôle des troupes françaises? Bon, c'est pas la peine d'en discuter ici, puisque c'est pas le sujet. Je reviens au film, La visite de la Croix-Rouge. Le 23 juin 1944, ça commence comme ça dans le film. Grâce à Christian X, roi du Danemark, qui exige des Allemands d'avoir des nouvelles de ses citoyens, grâce à Christian X. Les Allemands se posent des questions, il faut répondre à Christian X, au roi du Danemark. Et c'est parce qu'il y a eu cette demande de Christian X que le processus, l'engrenage, comme dirait Chouraki, qui au camp d'Émile, montre très bien comment l'engrenage s'organise. Les Allemands se sont dit, il faut faire quelque chose pour tenter d'expliquer que, au fond, les Juifs ne sont pas malheureux avec nous. C'est la raison pour laquelle les SS ont construit des pavillons pour les enfants et petit à petit préparent des visites comme celle que nous a décrite Shoshana. Alors figurez-vous que le docteur Rossel, Maurice Rossel, qui était à la tête de la délégation Croix-Rouge, a été interrogé par Claude Lanzmann. J'espère que certains d'entre vous ont vu ce film. Il y a 1 heure de film de Claude Lanzmann qui montre Rossel. Je voudrais commencer par ça parce que c'est intéressant. Rossel dit 3 choses. Il dit, vous savez, nous, la Croix-Rouge, on était là normalement pour voir que les choses se passaient bien avec les prisonniers de guerre. Alors les populations civiles, évidemment, on nous a interrogés, c'était compliqué. Et au fond, cette visite que j'ai faite, c'était pas exactement l'objectif de la Croix-Rouge. Mais il ajoute quelque chose qui me paraît très très intéressant dans la discussion avec Lanzmann. Hein. Il dit, voilà, il me semble que, au fond, ces Juifs, ils étaient quand même des privilégiés. Moi, je vous redis, ce que j'ai dit dans mon rapport, c'est que, voilà ce que j'ai vu, et ils vivaient dans des conditions privilégiées. Lanzmann, c'est pas un type qui... Vous voyez, c'est un type qui poursuit des questions, hein, c'est un type qui va au fond des problèmes. Alors il lui dit, ah bon, et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si éventuellement il y avait quelque chose de faux dans cette affaire. Et Rossel dit non, à aucun moment. D'ailleurs, et je vous cite exactement la phrase de Rossel, parce qu'elle est extrêmement intéressante, il dit, premièrement, nous connaissions la question des prisonniers de guerre. Deuxièmement, nous n'avions aucun droit d'intervenir sur les internés civils. Pourtant, ils sont là. Troisièmement, à Auschwitz, nous avons porté des médicaments au poste de garde. On ne nous a pas permis d'entrer. Donc il faut comprendre. Alors à Térésine, on m'a permis d'entrer. Reconnaissez quand même que c'est un très gros progrès, dit-il à Lanzmann.
Et à ce moment-là, il dit, et je voudrais ajouter quelque chose, non seulement ces juifs étaient des privilégiés, mais ils avaient l'air très antipathiques. Je n'invente rien, c'est dans le film, il dit ça à Lanzmann, hein. Ils avaient l'air très antipathiques. Voilà ce que dit Rossel. Moi, ça m'a fait réfléchir, parce que je m'interroge sur la responsabilité des organismes comme la Croix-Rouge. Vous savez que la Croix-Rouge existe toujours. La Croix-Rouge a constitué en Suisse un musée de la Croix-Rouge. Il y a eu quelques polémiques au moment de ce musée, parce qu'ils ont accepté que les informations qui venaient du Croissant Rouge et les informations qui venaient de la Croix-Rouge directement soient largement présentes dans ce musée. Mais comme vous savez peut-être, il y a une organisation juive qui existe avec l'étoile de David et qui est la correspondante de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Elle a été interdite, mais pas en 1945, en 2000. Qui s'en est préoccupé, qui s'en est soutenu? En 2000, on a empêché donc l'organisation juive de montrer le rôle de l'organisation juive en matière de solidarité. Je crois que ça fait réfléchir sur la situation de parti pris. Et je voudrais, si vous voulez, évoquer la visite de Jacques de Morsière, de la Croix-Rouge, à Drancy, en mai 1944. Il revient et il fait un rapport, lui aussi, sur Aloïs Brunner. Aloïs Brunner qui dirige le camp de Drancy. Et il dit la chose suivante. Aloïs Brunner, c'est un homme remarquable. Je cite, hein, je n'invente pas, hein, quelqu'un qui organise absolument remarquablement, 2 fois remarquable, absolument remarquablement, ce camp de Drancy. Comprenez, la caution de la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, après, est revenue, il y a eu forcément des gens qui ont dit ce que je suis en train de vous dire à la Croix-Rouge. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en face? Ils ont dit, on a peut-être fait quelques erreurs. C'est possible que cette visite de Rossel posait quelques problèmes. Et en 1988, il y a un texte de la Croix-Rouge qui dit « Le Comité international de la Croix-Rouge reconnaît qu'il aurait pu sauver plus de juifs qu'il ne l'a fait. » Et j'en viens à une question très importante. Ils ont reconnu qu'ils auraient pu sauver plus de juifs qu'ils ne l'ont fait. Ça me met en colère, cette histoire, moi. Parce que si vous voulez, ça me met en colère parce que je trouve que, pour autant, l'organisation n'a absolument pas tiré les conclusions de cette affaire. Comment c'est possible? Il faut quand même qu'on réfléchisse. Comment ça a été possible, ce système Potemkin, où on vous montre des choses qui cachent entièrement la réalité? Parce que les enfants, pour Shoshana c'est évident, mais moi je le redis pour tout le monde, que tout le monde entende bien, les enfants, les familles, sont passés par là et ont été exterminés à Auschwitz, à Birkenau, et dans tous les camps d'extermination. Ceux qui sont revenus, il y en a quelques-uns qui sont revenus, ils sont quelques unités par rapport aux centaines de milliers qui ont été, aux dizaines de milliers qui ont été tués dans ce camp. À partir de ce camp, ils sont partis dans des wagons plombés. Dans ce livre, qui est paru il y a quelques mois, de Michael Grunenbaum, qui est un enfant d'Auschwitz, ce livre s'appelle « Quelque part, le soleil brille encore », Grunenbaum, donc qui est un enfant, raconte ce qui s'est passé au moment de son départ. Lui, il a été caché dans une pièce, il a pu se cacher dans une pièce quand son frère, sa sœur et ses parents ont été emmenés en déportation dans ces wagons plombés et ils sont partis pour la mort. Et ils avaient partir pour la mort. Lui, il était caché. Il raconte sa peur, sa trouille. Et c'est parce qu'il n'est pas parti que finalement, lui, enfant de Thérésine, est resté vivant. Privilégié, évidemment, puisqu'il est vivant. C'est très grave. Je trouve que c'est très grave. Parce que, si vous voulez, on est en face d'un système où des associations, des organisations, des partis politiques ont accepté tout ou partie de ce jeu. Shoshana, elle nous montre les choses en artiste. Et elle nous montre comment vivre. Et moi, je suis ému comme vous. Comment vivent ces gens. Mais moi, je m'intéresse aux responsabilités politiques. Et je trouve qu'il faut interroger les responsabilités politiques de cette affaire. Est-ce que c'est une affaire exceptionnelle? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire? Et qui s'est déjà reproduit? Moi, j'ai dit oui, ça s'est déjà reproduit. Et à quoi a-t-on assisté? À la passivité d'un certain nombre de gens, pour ne pas dire de l'immense majorité.
Et je trouve que c'est grave. C'est grave parce que des organisations qui se prétendent humanitaires ont finalement violé leur propre texte, violé leur charte, pour faire quelque chose d'épouvantable, qui est finalement d'accepter ce jeu. Alors vous allez me dire, ils ne pouvaient pas voir de juifs. C'est faux. Au moment de la rencontre, et je terminerai par là, au moment de la rencontre avec la délégation venue de la Croix-Rouge, le juif qui était responsable, et qu'on a vu dans le film, qui était responsable du ghetto de Theresienstadt, il a été amené, d'ailleurs tu le montres dans le film de façon très claire, il a été amené dans la mairie de Theresienstadt. À aucun moment, M. Rossel n'a demandé à parler à ce juif. À aucun moment. Évidemment, on peut se poser la question de savoir s'il aurait dit quelque chose, compte tenu du fait que s'il avait dit quelque chose, on sait très bien qu'il aurait été tué immédiatement. Et vous vous rendez compte, il aurait été tué? Est-ce que la Croix-Rouge n'aurait pas pu en informer à ce moment-là dans son rapport, au lieu de dire que les Juifs vivaient remarquablement à Theresienstadt? Voilà, on touche quelque chose d'essentiel, qui est au fond la compromission, la lâcheté d'un certain nombre d'institutions et d'organisations qui ont laissé faire. Et je voulais dire à Shoshana, merci d'avoir permis qu'on s'interroge sur ces organisations, et moi j'aurais aimé aller encore plus loin. Je vais aller plus loin parce que, en fait, alors j'ai plein de choses à dire hein, sur ce que vient de dire. Je vais essayer de dire très vite. Juste préciser qu'à Premièrement, 19h30, on doit évacuer cette salle parce qu'il y a une projection, il y a un film à 19h30, il y a une séance. J'ai combien de temps là? Mais j'aurais aimé donner un petit peu la parole à la salle aussi. Il nous reste un quart d'heure, mais voilà, on a des questions déjà, mais allez-y. Voilà, je voudrais juste dire beaucoup de choses. Un, en octobre 1942, le comité de la Croix-Rouge se réunit pour savoir si on peut porter secours aux Juifs. Après un débat qui oppose une seule personne à 11 personnes, une femme qui décide que oui, il faut aider ces populations qui sont humiliées, pourchassées, traquées et tuées par balles parce qu'il y avait des rapports qui arrivaient de toutes les sociétés Croix-Rouge, puisque toutes les sociétés Croix-Rouge étaient établies dans tous les pays et donc savaient parfaitement ce qui se passait. Eh bien, ils ont décidé qu'ils n'allaient rien faire parce qu'il fallait surtout aider les prisonniers de guerre. Point à la ligne. Les Juifs, c'était pas important. Je bondis sur mon film puisque j'ai parlé à l'archiviste qui s'appelait Fabrice Ziobensi pour lui demander des éléments pour construire ce film que j'avais noté. Hein. Il m'a envoyé par exemple les 36 photos prises par Rossel avec un mot qui disait, mais ça tu vas exploser, je vous demande de n'utiliser ces photos que si vous ne portez pas atteinte à l'intégrité de la Croix-Rouge et à son action dans le monde. Voilà, donc bien évidemment, je lui ai ri au nez et je n'ai pas écouté ce que Fabrizio Bensi me demandait. Mais de toute façon, il ne m'a pas envoyé un certain nombre d'archives que je souhaitais obtenir. Par exemple, dans le rapport de Maurice Rossel à von Taden, il envoie une lettre mais beurrée de mots doux en lui disant que vraiment le sort des enfants était fantastique et qu'il était stupéfait. Et moi je voulais avoir cette lettre, mais Fabrizio Bensi m'a dit que maintenant ces lettres-là, elles étaient dans le rapport, dans les archives à Rolson et qu'elles n'étaient pas disponibles. Donc voilà, donc il y a censure. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est très important, c'est que Maurice Rossel n'est pas simplement responsable, et avec lui la Croix-Rouge internationale, de ce qui s'est produit à Thérésie. Écoutez-moi bien, vraiment, je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que l'imposture a été jusqu'au bout. À partir du moment où ils reçoivent donc la lettre du roi Christian X et la demande de la Croix-Rouge internationale pour visiter Thérésine, les nazis imaginent un stratagème double. On va créer à Thérésine un camp modèle, mais on en créera aussi un autre à Birkenau. Et à Birkenau, pendant 10 mois, un camp a fonctionné qui s'appelle le camp des Tchèques, le camp des familles tchèques. Et c'est le deuxième volet de mon film, dans lequel, à partir de septembre 1943, tous les gens qu'on envoie là-bas
vont pouvoir vivre, garder leurs cheveux, garder leurs vêtements, travailler bien sûr, ça c'est manger la soupe claire, ça bien entendu, mais ils ne vont vivre que 6 mois. Et au bout de 6 mois, on les tue. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 convois en septembre 43, ils ont été gazés le 6 et 8 mars 44, et un autre convoi en décembre 43 qui devait être gazé au mois de juin, puisqu'ils étaient arrivés le 15 et 17 décembre 43, et ils devaient donc être gazés, puisque c'était SB6. Mais comme ils n'avaient pas reçu le rapport Russell, et comme ils craignaient que Russell ne demande à visiter le camp dans lequel on envoyait les Juifs, puisqu'il y avait du roulement, et que Russell n'a pas fait sa demande, et bien le 27 juin, on reçoit le rapport Russell, le 6 juillet, on les gaze. Et il n'y a que très peu de survivants de ce camp des familles tchèques, ce camp modèle des familles tchèques à Birkenau. Et les enfants que vous voyez ici dans mon film ont fait partie de ce camp modèle. Et ils racontent comment ils vont survivre. Enfin, comment ils vont survivre. Quelques-uns d'entre eux vont survivre. Les autres ont été gazés. Et les rapports sur ce gazage sont plus que nombreux. Hein, puisque enfin, dans le film, je montrerai tous les rapports, allant jusqu'à des rapports de nazis que je fais entendre. Voilà. Donc, cette histoire-là, elle a des retentissements bien plus profonds que l'on ne connaît aujourd'hui, puisqu'il faut vous dire aussi qu'effectivement, Maurice Russell va aller de son propre chef visiter Auschwitz, puisque en fait il fait une tournée des camps de prisonniers de guerre. Les Anglais lui disent il se passe des choses terrifiantes dans un camp à côté qui s'appelle Auschwitz, allez voir. Et la lettre, le rapport Russell, qui a été longtemps dissimulé sur cette visite à Auschwitz, qu'il n'avait même pas demandé à ses supérieurs, commence par dire « J'ai rencontré sur la route des gens qui travaillaient et qui avaient l'air de cadavres. » Et puis ensuite, il dit qu'il a été reçu très aimablement par ce qu'il croyait être le commandant d'Auschwitz et qui était juste un sous-fifre. Voilà. Donc il termine sa lettre en disant « Je suis très content parce que j'ai réussi à négocier quelque chose de formidable. Je vais pouvoir envoyer un peu plus de colis à Auschwitz. » Voilà. Merci. Il y a une question dans la salle. On va prendre une ou deux autres questions, mais je veux quand même vous signaler que tout à l'heure, juste en bas des escaliers, il y a une librairie. Vous pourrez trouver les livres de nos invités et où les discussions pourront continuer en petits groupes comme vous le voudrez. Je vous en prie, madame. Oui, bonsoir. D'abord, merci à la ville de Brive et aux organisateurs d'avoir pu passer ce film. Je suis de Strasbourg et je suis venue parce que je suis née pendant la guerre et j'ai été avec ma famille. Alors, je voudrais dire aussi que tous ceux qui sont juifs et qui sont nés avant 1945, s'ils ont pu survivre, c'est simplement parce que les gens n'ont pas dénoncé. Voilà. Donc ça, c'est un grand remerciement à ces Français qui ont su et qui n'ont rien dit. Ce que je voudrais dire aussi, je suis allée à Térésine, je suis allée à Prague, au musée juif, où il y a les dessins d'enfants. Et je viens enfin de comprendre pourquoi je les avais trouvés très colorés, tristes mais colorés. Maintenant, grâce à ce film, je sais pourquoi. Et c'est vrai que ça touche chacun qui voit ça, parce qu'on sait que c'est un enfant qui a péri. Mais il faut aussi dire, et ça, je crois que dans le film, vous n'en parlez pas, tous ces bâtiments de Térésine étaient faits au départ pour l'armée. Les familles de l'armée, c'est pour ça qu'on a pu loger tant de personnes. Voilà. Merci, madame. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Oui. Je voudrais vraiment vous remercier, Mme Bokosa, pour ce document. C'est un document sur lequel on ne peut pas parler après. Elie Wiesel l'a très bien dit, laissons les morts enterrer les morts. Et après votre document, il y a un silence qui s'installe dans son cœur. Parce que n'oublions pas tout de même, Monsieur Soupir, j'ai été un petit peu choquée par votre phrase sur les immigrés. S'il y a eu 6 millions de morts, on ne peut pas pardonner les 2 millions d'enfants. N'oublions pas tout de même que les Hongrois, alors que la guerre était finie, des bennes entières d'enfants, de bébés hongrois, déversés dans des bennes enflammées pour s'en débarrasser. Mais je m'arrête là sur ce plan, je voudrais revenir sur Brundibar. La Philharmonie, à Paris, avec le chœur d'enfants,
à monter pour le débat cette année. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Shoshana. Vous êtes au courant de la problématique qu'il y a eu. Alors, ma petite fille est dans le chœur, et j'en ai discuté avec elle. Elle n'a pas compris du tout qu'il y avait un problème. Donc, j'aimerais bien en parler. Si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Pardon. Philippe, je passe le mot une seconde à Monsieur David. Alors, François Voilà, David, François, voilà. qui a été longtemps directeur du musée Edmond Michelet, pendant une quinzaine d'années, je pense, et le commissaire de la foi de Brive. Venez, oui, vous venez de parler, je ne sais pas si mes collègues des lycées Cabanis sont là, mais bon, je vois que Céline est là-haut. Nous avons mené l'an dernier à Brive une expérience extraordinaire. Deux lycées publics, un lycée catholique se sont retrouvés. Dans la ville de Brive, la déportation est quelque chose qui est dans tous les esprits. Hein. Le Centre Michelet fait un gros travail plus que pour la mémoire, pour l'histoire. Moi-même, dans l'établissement que je dirigeais, on était jumelés avec une école. Nos élèves tchèques, les élèves allaient à Térésine. Et on a monté... Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est que on s'est mis 3 établissements. Chacun avait un lien particulier. À Cabanis, mais on en parlera demain. À Cabanis, des élèves ont été arrêtés dans l'école pratique, dans les rafles d'août 42, sont partis à Térésine. On a la trace de survivants. Dans l'établissement que je dirigeais, on avait un cœur d'enfant, mais c'était extraordinaire, c'était des élèves de CM2 à 3e. Et donc, c'est la première fois que ces jeunes étaient en contact avec cette histoire. Et avec Céline, on les a rencontrés, on a travaillé avec eux, et j'étais très ému en voyant ce film-là, parce que je me dis que c'est la continuité vraiment du travail qui a été fait. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais il serait très intéressant de retravailler sur tout le travail historique qu'on a pu faire avec des élèves de 10 ans, quoi, de 10 à 15 ans, qui découvraient, qui prenaient en pleine figure, bien sûr, l'histoire de Brandivard. Bonjour, Brandivard. Voilà. Et je voudrais simplement terminer, parce que c'est leur tour, hein, simplement terminer pour le témoignage d'une élève du chœur qui a été interviewée par France 3 quelques jours avant le concert, et elle a dit, mais bien sûr il y a l'aspect musical, mais le plus fort pour moi, c'est qu'avec mes camarades, on va redonner vie à ces jeunes qui sont morts, bien, ils vont revivre ici à Brive grâce à Brandivard. Et il m'a semblé qu'en filigrane dans votre magnifique film, il y avait ce ne pas oublier, quoi. Voilà. Merci. Voilà, merci. Je voudrais que nous remercions Shoshana pour sa venue à Brive, que nous remercions Cécile Mani, que nous remercions Marie-Philippe Deloche et Antoine Spiel. Je vous invite à aller à la bibliothèque de juste à l'étage inférieur. Vous pouvez continuer à discuter avec nos invités tout à fait de manière